Je voudrais donc dans cette séquence te faire découvrir la technique de l'intégration par changement de variable. C'est une technique qu'on utilise quand la méthode classique de calcul des intégrales ne fonctionne pas. Classiquement, quand on calcule une intégrale, eh bien, on recherche la primitive de l'intégrande. Mais quelquefois, la fonction intégrande est tout simplement trop compliquée pour trouver la primitive. Et donc, on ne peut tout simplement pas calculer l'intégrale, ce qui est bien sûr fort embêtant. Donc dans ces cas-là, on est obligé d'avoir recours à d'autres techniques d'intégration. Et une de ces techniques, c'est la technique de l'intégration par changement de variable qu'on va découvrir dans quelques minutes. Alors, on va la découvrir dans un certain contexte que j'ai choisi ici, comme le contexte donc de la géométrie. Je vais établir avec toi la formule qui donne l'aire du cercle en fonction de son rayon. Alors j'ai choisi ça tout simplement parce que le cercle est omniprésent autour de nous, que ce soit dans le monde naturel avec ces deux exemples-ci, ou dans le monde des technologies. On voit que le cercle est partout. Tous ces objets contiennent un cercle et donc en quelque sorte dépendent des propriétés du cercle. Je trouve qu'il est donc très important d'avoir à l'esprit les propriétés du cercle et c'est pourquoi j'ai choisi donc de faire le calcul de l'aire du cercle. Voilà, alors on va commencer par un petit rappel. Voici un cercle de rayon grand R. Alors tu connais déjà certaines choses sur le cercle. Tu te rappelles que la circonférence du cercle, eh bien, elle est donnée par la définition du nombre pi. Le nombre pi est défini comme étant le rapport de la circonférence du cercle et de son diamètre. Alors le diamètre ce sera 2r et donc la circonférence est donnée par 2pi fois r. 2r c'est bien le diamètre. Et je vois que quand je divise C par 2R, je trouve bien pi. C'est la définition de pi qui donne cette toute simple formule ici de la circonférence du cercle. Alors 2pi, ça te rappelle certainement autre chose également. 2pi en radian, c'est l'angle complet. C'est l'angle qui correspond à un tour complet ici sur ce cercle. Alors ben voilà, ça te rappelle qu'un angle en radian, c'est tout simplement le rapport entre l'arc, la longueur d'arc, défini par cet angle, ici c'est l'angle complet de 2pi, la longueur d'arc c'est donc bien la circonférence, le rapport entre cette circonférence et le rayon, c'est bien la définition de l'angle donné en radian. Et donc quand l'angle n'est pas complet, un angle ici qui est une fraction de tour complet, ben voilà, si cet angle est donné en radian, et si θ est donné en radian, ben ça veut dire que la longueur d'arc que cet angle définit sur le cercle de rayon R, eh bien c'est tout simplement θ fois R. θ ici remplace le 2pi qui est ici. 2pi c'était pour un angle complet de 360 degrés. Ici j'ai un angle quelconque qui ouvre donc un arc de longueur θ fois R. Ça c'est pour le radian, c'est important, on va l'utiliser par la suite. Donc si tu n'es pas familier avec le radian, je te conseille bien entendu d'aller voir la séquence consacrée à l'introduction au radian sur Clipedia bien sûr. Voilà, donc ce qui m'intéresse ici c'est la surface du cercle. Alors là il faut mettre un petit peu au point le vocabulaire que j'utilise. Je n'utilise pas un vocabulaire de mathématicien, j'utilise ici le vocabulaire de la vie courante. Voilà, je vais m'intéresser à la surface S ici qui est la surface bleue, la surface du cercle. Les mathématiciens diront qu'il s'agit de l'aire du disque qui est défini donc par le cercle rouge qui est ici. Le cercle en fait ce n'est jamais que la ligne ici qui est constituée de points qui sont à égale distance du centre du cercle. Ça c'est le cercle à proprement parler, mais tout ce qui est à l'intérieur, l'ensemble des points qui sont à l'intérieur de ce cercle constitue ce qu'on appelle un disque. Donc ce n'est pas la surface du cercle que je vais calculer, rigoureusement c'est l'aire du disque que je calcule. Mais voilà, je vais quand même utiliser le vocabulaire courant, c'est tout simplement plus naturel. Voilà. Donc quelle est la surface du cercle bleu que j'ai ici? On pourrait se le demander, comment est-ce qu'on pourrait calculer cette surface? Tu conviens avec moi que ce n'est pas nécessairement évident à avoir. En fait, il faut avoir recours au calcul intégral pour calculer la surface du cercle. Et voilà, c'est donc ce que je vais faire. Je vais voir le cercle ici comme étant, c'est la courbe rouge qui est ici, et je me dis qu'une courbe, je peux toujours la représenter dans un système d'axes x, y. Et donc la courbe rouge, ici, je peux la voir comme un lien entre y et x, un lien qui serait exprimé au travers d'une fonction y de x. Pour chaque valeur de x, je trouve une valeur de y. En réalité, j'ai deux valeurs, parce qu'il y a bien ici le cercle continu ici en dessous, mais je vais oublier pour le moment
le cercle dans sa globalité ici, je ne vais conserver qu'un quart de cercle. Je vais donc considérer la surface petit s ici qui vaut un quart de la surface du cercle qui m'intéresse, la surface grand S. Alors voilà, tu es d'accord avec moi que pour calculer la surface qui se trouve sous une courbe, la courbe correspondante donc au graphe d'une fonction, bah, tu sais qu'il suffit d'utiliser la notion d'intégrale. On sait que l'intégrale de cette fonction, depuis 0 jusqu'à r ici, me donnera l'air bleu qui est ici. Et donc je vais tout simplement calculer l'intégrale de y de x de 0 à r. Voilà, je te rappelle le principe, je prends ce qu'on appelle la décomposition infinitésimale de l'axe x ici, je suis entre x et x plus dx avec une largeur donc dx. À cette valeur de x ici correspond une certaine hauteur, y de x, c'est donc la hauteur de l'air bleu que je vais faire apparaître ici. J'ai donc une hauteur y de x, une largeur dx, et j'ai donc bien une petite surface infinitésimale qui vaut y de x dx. Et si je somme toutes ces surfaces, y de x dx, eh bien je vais obtenir la surface du quart de la surface du cercle que je suis donc en train de rechercher, c'est la surface colorée qui est ici. Il me reste bien sûr à mettre les bornes, je l'ai déjà dit, je vais de 0 à grand R bien sûr pour x. Voilà, de 0 à grand R. Et donc il me reste maintenant seulement à avoir la fonction y de x. Quelle est la fonction y de x qui correspond au cercle? Ça c'est très facile, il me suffit d'établir le lien qu'il y a entre y et x quand je suis sur le cercle. Et ici je suis sur le cercle avec une certaine valeur de x, je peux donc connaître y facilement en utilisant le rayon du cercle que je vois apparaître ici, qui joue le rôle de l'hypoténuse du triangle rectangle qui vient d'apparaître ici. La hauteur c'est y, ici l'autre côté c'est x, je peux le représenter plus simplement comme ceci, voilà. Et je vois bien que r carré est égal à x carré plus y carré. L'hypoténuse au carré est bien égal à la somme des carrés des côtés de ce triangle rectangle. Et donc je peux écrire ceci tout de suite, ce qui me fournit le lien recherché bien sûr entre y et x. Je peux dire que y carré c'est r carré moins x carré. Et donc je peux dire que y c'est racine de r carré moins x carré. J'ai donc l'intégrante qu'il me fallait pour calculer l'aire du quart de cercle que j'ai ici. Voilà, le seul problème, c'est que cette intégrante est bien compliquée. Je te laisse réfléchir à ça 2 secondes, mais est-ce que tu connais la primitive de cette fonction? Tu es d'accord que c'est pas facile, ou en tout cas si tu la connais, c'est que tu es déjà un expert en calcul intégral. Voilà, moi personnellement je la connais pas. Et donc, pour résoudre cette intégrale, je vais avoir recours à la technique du changement de variable. La difficulté dans cette intégrale, c'est la structure mathématique que j'ai ici. Une racine avec la fonction ici, avec l'argument, de la fonction mi au carré. C'est loin d'être facile à traiter. Et donc, mon idée ici, c'est de décrire le cercle à partir d'une autre variable. Pour le moment, je suis en train de décrire le cercle à partir de x ici. Je fais varier x et je prends le point qui correspond à x ici, je le projette sur le cercle, ça me donne une certaine hauteur et c'est tout ça que je suis en train de considérer. Donc ici, ça c'est la hauteur y, ça c'est la largeur dx, du petit rectangle que j'avais là. Mais voilà, on voit bien que ceci n'est pas particulièrement naturel pour décrire un cercle. Il est beaucoup plus naturel pour décrire un cercle d'utiliser la variable angulaire que je viens de faire apparaître ici. Θ, ce sera l'angle entre le rayon du cercle ici et l'axe Y. Et effectivement, là, la variation de θ va me promener ici sur le cercle de façon tout à fait naturelle. Et donc c'est un choix qui est naturel pour décrire le cercle et pour calculer cette intégrale. En tout cas, c'est ce qu'on va voir. Donc voilà, qu'est-ce que je dois faire? Je dois changer l'intégrante, on est d'accord. Ici, j'avais y en fonction de x. J'aimerais bien changer de variable. Tu vas voir que quand j'aurai changé de variable, quand je serai passé de x à θ, les choses seront calculables. Et donc voilà, je vais passer donc de y de x à y de θ. Que vaut y en fonction de θ? C'est pas très compliqué. Je vois ici un triangle rectangle, j'ai ici le côté adjacent, l'hypoténuse, j'ai bien sûr la projection cosinus du rayon qui est ici, c'est bien r cosinus qui me donne ici le y. Et je peux donc remplacer y de x ici par r cosinus de θ. Alors on peut voir si c'est cohérent avec l'expression que j'avais ici. La réponse est oui, bien sûr, parce que dans le cosinus de θ ici, je vais retrouver le x quelque part. Je sais que x, c'est la projection sinus, bien entendu, c'est la longueur du côté
opposé à l'angle. Là, le côté opposé qui est ici, il a bien une longueur qui est R sinus de θ. Le voilà, c'est bien la valeur de x que j'ai là. Et ben, le sinus, je sais qu'il se cache ici, dans le cosinus. Le cosinus, c'est racine de 1 moins sinus carré. Je peux toujours le considérer. J'ai donc bien R fois cosinus qui vaut R fois 1 moins sinus carré. Le R, je peux le rentrer sous l'intégrale, sous la racine, pardon, pour avoir un R carré ici et un R carré sinus carré. Et R carré sinus carré, comme je le fais apparaître ici, mais ce n'est rien d'autre que le x carré que j'ai là. Et je vois donc que j'ai une bonne correspondance, je suis bien en train de calculer la même intégrale. C'est bien la même intégrale que je calcule. La seule différence, c'est que je l'exprime par rapport à la variable θ. Alors, ce n'est pas encore tout à fait le cas, tu es d'accord? Ici, je vois encore x. Donc, je dois encore transformer la différentielle de x ici en une différentielle de θ. Parce que mon but, c'est de changer la variable d'intégration. Quand on dit qu'il s'agit de la technique d'intégration par changement de variable, il s'agit bien sûr de la variable d'intégration. Et donc voilà, il y a quelque chose d'important encore à faire ici. Le y a déjà été changé en fonction de θ, mais pas encore le dx. Et donc je dois savoir ce que ça veut dire ça. Comment est-ce que je vais changer dx en un dθ? Eh bien pour ça, il suffit de se rendre compte de ce que veut dire ce dx ici. Pour ça, je vais remettre le schéma que j'avais avant. Le dx, c'est tout simplement... ça représente l'accroissement de x que j'ai. Je passe de x en x plus dx. C'est bien ça. Le pas que j'ai franchi ici, c'est le pas dx. À ce dx correspond un certain mouvement sur le cercle. Je suis passé de là pour x à ici pour x plus dx. Et on voit donc qu'en faisant ça, j'augmente l'angle. L'angle θ va passer de la valeur θ à θ plus un petit angle que je vais bien sûr appeler dθ. C'est un angle infinitésimal, puisque le déplacement ici est infinitésimal. Voilà. Cet angle, alors il est tout à fait possible d'exprimer cet angle ici, d'exprimer le dx en fonction de cet angle, de manière à changer de variable. C'est ça le but que je poursuis maintenant. Je vais exprimer dx, le dx qui est ici, en fonction du dθ qui est là. Et ça, tu reconnaîtras que ce n'est pas si difficile, puisque le dθ ici, il ouvre ici une certaine longueur d'arc. J'aurai une certaine longueur d'arc ici qui vaudra r dθ. Θ est bien sûr donné en radians. Et ce r dθ ici, c'est un petit segment donc de longueur r dθ qui s'inscrit bien sûr sur la tangente au cercle ici, qui est représentée par la ligne pointillée rouge ici. Et donc puisque c'est la tangente, cette tangente est bien perpendiculaire ici au rayon, et donc j'ai bien l'angle θ qui s'ouvre ici. Pour que les choses soient claires ici, θ est bien l'angle mesuré entre cette droite-ci et la verticale. Cette droite-ci est perpendiculaire à celle-ci, et l'horizontale ici est aussi perpendiculaire à la verticale. Donc il est évident que si j'ai l'angle θ qui s'ouvre ici, c'est le même angle θ qui s'ouvre ici. Ok. Et donc maintenant je peux regarder ceci avec une loupe. J'ai bien ici dx, bien sûr. Là j'ai la longueur r dθ, et je vois bien que le dx, c'est tout simplement la projection cosinus ici de r dθ. Et donc je peux écrire que dx c'est cosinus fois r dθ. Alors, si tu n'as pas bien visualisé les choses ici, si tu n'as pas bien compris les choses au niveau de la géométrie, ce n'est pas très grave, parce que ce résultat-ci, tu vois que je peux l'avoir directement avec l'expression de x en fonction de θ. Tu vois que si je considère la dérivée de x par rapport à θ, j'obtiens le r cosinus θ que j'ai ici. Dérivée de x par rapport à θ, c'est r cosinus θ. Ce qu'on voit tout de suite ici, si je divise par θ à gauche et à droite, j'aurai bien dx sur dθ qui vaudra r cosinus θ. J'aurais pu l'obtenir directement, sans me préoccuper de la signification ici, sur le plan géométrique. Voilà, c'est ce qu'on fait en général. Quand on fait un changement de variable, on écrit l'ancienne variable en fonction de la nouvelle. L'ancienne variable c'est x, la nouvelle c'est θ. Voilà, c'est écrit ici, x vaut r sinus θ, θ c'est la nouvelle variable. Je dérive x par rapport à θ, dx sur dθ, j'obtiens donc r cosinus θ. Et puis, pour obtenir dx en fonction de dθ, il me suffit de multiplier à gauche et à droite par dθ. Autrement dit, je fais passer dθ de ce côté-ci, et j'ai dx en fonction de dθ. Et ça va me transformer l'intégrale ici en une intégrale qui sera exprimée donc intégralement, c'est le cas de le dire, avec la variable θ.
Voilà. Alors la signification de ceci, je te rappelle, hein, ça c'est le y, et tout ceci c'est le dx. C'est donc bien toujours la même intégrale que je suis en train de calculer. Je l'ai juste transformée. Alors, ben voilà, je peux maintenant regrouper bien sûr r cosinus θ fois r cosinus θ. Pardon, hein, c'est bien une intégrale en θ, donc il ne faut pas oublier la borne d'intégration. Hein. Ici je suis en r parce que j'ai intégré en x, mais il faut faire attention bien sûr, j'ai changé de variable. Je ne vais pas aller jusqu'en r en θ, tu es d'accord? En θ, quand je passe de x qui va de 0 à r ici, quand je passe de x qui va de 0 à r à θ, ben θ va aller de 0 à pi demi. Hein, tu l'as compris, c'est pourquoi j'ai remplacé le r ici par pi demi. Et maintenant, j'ai donc une nouvelle intégrale écrite en θ. Je vais regrouper les deux r cosinus θ ici pour avoir r carré cosinus carré θ. Voilà. C'est donc la nouvelle intégrale que j'ai. Je répète, elle représente bien la même quantité que cette intégrale-là, c'est-à-dire que je peux dire que c'est un quart de la surface du cercle. Voilà, avec ceci, ben, je peux faire la représentation géométrique de ceci. On sait qu'une intégrale, ben, ça représente l'aire sous la courbe du graphe de la fonction intégrante. Le graphe de la fonction intégrante, c'est pas très compliqué, hein, c'est la fonction r carré cosinus carré. Quand θ vaut 0, ben, le cosinus vaut 1, j'ai donc bien r carré, et puis le cosinus diminue jusqu'à 0. On sait bien qu'il vaut 0 en pi demi, le cosinus, et j'arrive comme ceci progressivement à 0. Et voilà, donc cette intégrale, ben, elle représente tout simplement l'aire sous le graphe de cette fonction, compris donc entre 0 et pi demi, entre 0 et pi demi. C'est l'aire bleue qui est ici. Ça veut dire que l'aire bleue que j'ai ici est ben, tout à fait égale à l'aire bleue que j'ai là. Les deux sont égales. Hein, la procédure ici me l'a montré, j'ai vérifié à chaque étape que c'était bien la même intégrale que j'avais. Elle a juste une autre tête, j'ai changé de variable, je suis passé de x à θ. Voilà, alors ici on a bien une surface, hein, c'est une surface assez abstraite ici bien sûr, puisque je multiplie des grandeurs ici qui ont ben, pour unité des mètres carrés, c'est bien un rayon carré que j'ai ici, c'est bien des mètres carrés, hein, cette fonction donnée en mètres carrés, et ici je suis sans dimension, hein, le radian ben, n'a pas de dimension, c'est un nombre sans dimension, donc on voit qu'on a une surface ici qui est donnée par des mètres carrés fois des nombres sans dimension, c'est bien des mètres carrés, voilà, on est bien en train de comparer des grandeurs qui ont la même dimension. C'est bien des mètres carrés. Mais voilà, donc c'est cette surface-ci maintenant que je calcule, et je sais que cette surface-là, c'est la surface ici du quart de cercle colorié en bleu. Voilà, je peux donc maintenant m'occuper de cette intégrale, et là tu vas me dire que j'ai pas beaucoup progressé. Effectivement, hein, tu t'es peut-être déjà posé la question, mais quelle est la primitive de cette fonction-là? Ben, c'est pas évident non plus à trouver. Mais quand même, là on peut se battre un petit peu. Hein, on a affaire à des fonctions trigonométrique ici, une fonction trigonométrique de base, le cosinus, et on sait très bien qu'avec les fonctions trigonométriques, on peut utiliser des petites formules, et notamment le carré ici que j'ai, hein, c'est bien le carré qui est embêtant en fait. Hein, la primitive du cosinus, on la connaît bien, on sait que c'est sinus, tandis que la primitive du cosinus carré, ben, on ne la connaît pas comme ça. Et donc ce carré m'embête, et donc je vais utiliser une formule de trigonométrie qui est bien connue, qui est la formule de l'arc double. Avant ça, je sors le r carré. Hein, pour bien isoler le problème que j'ai ici, c'est bien le cosinus carré qui me pose problème. Et voilà, j'utilise la formule de l'arc double. Cosinus de 2θ, eh bien c'est 2 cosinus carré moins 1. Hein, rappelle-toi de cette formule, on l'a vu dans les séquences consacrées donc à la trigonométrie. Elle n'est pas très compliquée à démontrer. La voici, et ça, ben, ça me permet de transformer ce cosinus carré ici en une fonction de cosinus de θ. Et là, ce sera beaucoup plus facile à intégrer, tu t'en rends déjà bien compte. Voilà, donc je peux dire que 2 cosinus carré, ben, ce serait égal à cosinus de θ plus 1, le voilà, 1 plus cosinus de θ, ce sera bien égal à 2 cosinus carré, c'est ce que j'écris ici. Et il me suffit de diviser par 2, à gauche et à droite, pour obtenir 1 demi plus 1 demi du cosinus de 2θ, pour l'intégrande ici, cosinus carré de 2θ, pardon. Et donc voilà, cette intégrale-ci, je peux la remplacer par celle-là. J'ai remplacé le cosinus carré par l'expression qui est ici, 1 demi plus 1 demi de cosinus de θ. Et voilà, ben de ceci, je peux facilement calculer l'intégrande. Je te laisse réfléchir 2 secondes. Est-ce que tu as l'intégrande de cette fonction? Ben oui, c'est pas très compliqué. Je sais que je peux prendre ici l'intégrande de 1 demi. Je sais que c'est θ demi.
Effectivement, si je dérive ceci par rapport à θ, ben je retrouve le 1,5 qui est là. Et pour l'autre partie de la fonction ici, ben je sais que je peux prendre le sinus de 2θ. Si je dérive le sinus de 2θ, je vais retrouver 2 cosinus de θ. Et donc je prends bien ici 1/4. Parce que la dérivée du sinus, ça va bien me donner 2 cosinus de 2θ. Avec le 1/4, je retrouve bien le 1,5 qui est là. Ceci, c'est bien une des primitives de cette fonction. Et il me suffit d'avoir une primitive. Je ne dois pas ajouter de constante ici. Je prends une des primitives. Je suis sûr que ça, c'est une primitive de ceci. Et donc c'est bon. Je peux écrire mon résultat. Je peux prendre cette primitive, l'écrire entre crochets et mettre les bornes de l'intégrale ici. 0, pi demi. 0, pi demi. Et donc voilà, il me suffit de remplacer maintenant la borne θ par la valeur de la borne supérieure. J'aurai pi sur 4. Pi demi divisé par 2, c'est bien pi sur 4. Ici, le pi demi, avec le sinus de 2θ, ça me fait le sinus de 2 fois pi demi, c'est-à-dire sinus de pi. Sinus de pi, c'est 0. Donc ça ne contribue pas. Pour la borne supérieure en tout cas, mais la borne inférieure non plus. Ici, le 0 pour θ, ça va faire 0. Et le sinus de 0, ça fait toujours 0. Donc on voit qu'il n'y a qu'une valeur, ici il n'y a que la borne supérieure qui intervient. Pour le premier terme, simplement, c'est pi sur 4. C'est le résultat de ces crochets ici. Et c'est donc pi sur 4 fois r carré qui sera le résultat de notre intégrale. Je le mets ici, pi sur 4 fois r carré. Voilà, et on voit donc en multipliant par 4 à gauche et à droite ici, que la surface du cercle, c'est tout simplement pi fois r carré. Le cercle complet, cette fois-ci, je multiplie ce résultat par 4 pour obtenir la formule de l'aire du disque de rayon R, pour le dire de manière rigoureuse, à la manière d'un mathématicien. Voilà, ceci c'est donc la surface du cercle, c'est pi fois r carré. C'est une petite formule bien pratique qui a bien intérêt à connaître, je le répète, parce que le cercle, on le rencontre partout. Alors voilà, ceci m'a donc servi à introduire la technique de calcul d'intégrale donc par changement de variable. Mais voilà, on pourrait maintenant vérifier ce résultat plus facilement en réalité. Pour voir si c'est correct, il y a moyen de le voir beaucoup plus simplement. C'est pourquoi j'ai laissé ici sur ce schéma l'angle θ, le petit angle dθ et le rayon. Alors voilà, on va vérifier ce résultat qui était assez compliqué à obtenir, tu es d'accord? On a dû faire un changement de variable, c'était assez lourd, on y est arrivé. On va vérifier maintenant que c'est juste, de manière toute simple. Voilà, je vais faire en fait une autre décomposition infinitésimale du cercle. Tout à l'heure, je suis parti avec une décomposition infinitésimale du quart de cercle pour obtenir la surface d'un quart de cercle. Et on a vu que c'était pi sur 4 fois r carré. Maintenant, je vais directement prendre le cercle global ici, et je vais faire une décomposition infinitésimale beaucoup plus naturelle, qui correspond bien à la géométrie du cercle, qui est bien représenté ici par cet angle θ. Le rayon R ne change pas, c'est un cercle, et donc je peux considérer θ ici, un angle dθ, pour faire ma décomposition infinitésimale. Je vois apparaître ici un triangle qui a pour base r dθ et qui a pour hauteur ici r. En tout cas, la longueur d'un de ses côtés, c'est grand R. Et ça, je connais bien l'aire du triangle. Je sais que l'aire du triangle, c'est donné par la base fois la hauteur divisé par 2. Base fois hauteur divisé par 2, c'est l'aire du triangle. Et donc, j'aurai bien ici la base r dθ fois la hauteur r. Alors, la hauteur, le rayon, c'est plutôt le côté, en fait. Pourquoi est-ce que je dis que r est la hauteur? C'est parce que r dθ, ici, est arbitrairement petite. C'est une longueur qui se réduit à 0, en fait. Et effectivement, si je réduis la base b ici à 0, tu vois que le rayon et h deviennent tout simplement égaux entre eux. C'est encore plus petit que ceci. Ici, je garde quelque chose pour qu'on voit encore un triangle, mais en fait, ça se réduit réellement à 0. C'est infinitésimal. Donc R et H, c'est bien la même valeur. Et donc, je sais ici que l'aire de ce petit triangle bleu que j'ai ici, ce sera la base fois la hauteur R, c'est-à-dire R carré dθ. La base, c'est R dθ, la hauteur, c'est R. C'est donc bien R dθ fois R. C'est bien R carré dθ donc, que j'obtiens, divisé par 2. Il ne faut pas l'oublier, le triangle, c'est bien base fois hauteur sur 2. Et donc voilà, r carré dθ sur 2, c'est bien la surface infinitésimale de ce petit triangle. Et maintenant, pour avoir l'aire du cercle complet,
eh bien, je somme toutes ces petites surfaces élémentaires. Les voilà, je les somme bien sûr de 0 à 2π. Dθ, je fais de 0 à 2π bien entendu pour faire le cercle complet cette fois-ci. Et voilà, j'ai juste r carré sur 2 ici qui peut sortir de l'intégrale, c'est une constante, je le fais tout de suite. Et donc je n'ai qu'à sommer tous les petits dθ qui font tout le tour ici du cercle. Et si je somme tous ces angles dθ, j'obtiens 2π bien sûr, c'est l'angle complet dont je parlais tout au début. Donc voilà, j'obtiendrai 2π ici, mais je peux malgré tout faire le calcul de manière rigoureuse. Profitons-en, tu n'es peut-être pas encore tout à fait familier avec les intégrales, tu n'as jamais fait l'intégrale de dθ. On peut le faire proprement. Je n'ai rien ici devant le dθ, donc quelle est la fonction intégrande? Quelle est l'intégrande de cette intégrale? Là, c'est 1, forcément. Voilà, quelle est la primitive de 1 pour la variable θ? C'est θ. Ça, c'est une des primitives de 1. Je pourrais rajouter une constante, mais j'en ai pas besoin. Si je dérive θ par rapport à θ, j'obtiens bien le 1 qui est là. Et donc je peux prendre la primitive, la mettre entre crochets, mettre les deux bornes, 0, 2π. Et je vois donc que j'aurai 2π moins 0. 2π divisé par 2, ça fait π. Et donc je retrouve bien le résultat ici, pi r carré. Mon résultat était bien correct. Tout ce que je t'ai expliqué sur le changement de variable pour l'intégrale était bien correct. J'ai bien appliqué la procédure. Je suis bien arrivé au bon résultat. Voilà, c'est donc ici que se termine cette séquence consacrée à la méthode d'intégration par changement de variable. C'est une méthode classique, ce n'est pas la seule. Il y a encore la méthode d'intégration par partie, tu verras ça dans une autre séquence à laquelle je t'invite donc. Et voilà, je te remercie pour ton attention et te dis à très bientôt.